Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. 2 heures d'émission, 10h30, midi et demi. Parlons vrai chez Bourdin. Parlons vrai, il va falloir tenir. Il faut qu'on tienne la promesse. Nous allons parlons vrai. Et nous allons parlons vrai avec vous. 0826 300 300. Évidemment, vous n'hésitez pas à réagir. Le jeudi, car nous sommes jeudi, sera un jeudi politique dans Parlons Vrai chez Bourdin. Tous les jeudis, jeudi politique sur Sud Radio. Tous les jeudis, 2 heures de politique, info, débat et vous, sur les grands sujets qui nous concernent tous et qui font débat. Et vous êtes très nombreux à réagir. Vous réagissez à l'actualité politique au sens large du mot, évidemment. 0826 300 300. De quoi allons-nous parler ce matin? De la crise de l'énergie en Grande-Bretagne. De plus en plus de Britanniques, des citoyens, des entreprises refusent de payer leurs factures d'électricité. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Dites-nous. 0826 300 300. Et puis, le climat. Nous allons préparer un plan d'action, dit Elisabeth Borne. Nous verrons bien. Risque réel de pénurie de gaz, dit aussi Elisabeth Borne. Délestage tournant possible, dit-elle encore. On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Taxe sur les super profits. Mais très bien. Débat aussi, et nous débattrons de ce sujet entre 11h et midi. Mais qui fait des super profits? Total? Peut-être, hein, oui. Total fait des super profits. Mais le commerçant, le restaurateur, qui a fait une très belle saison cet été et qui a vu son chiffre d'affaires progresser de 30, 40 ou 50% cet été par rapport aux 2 années catastrophiques précédentes. Est-ce qu'il a fait des super profits? Est-ce qu'il doit être taxé? C'est une question que je pose. Nous en parlerons évidemment. Session extraordinaire au Parlement pour débattre des mesures à prendre autour de l'énergie. C'est une demande de la droite, c'est une demande de la gauche, c'est une demande de l'opposition. Nous en parlerons. Conseil de défense autour de l'énergie demain, autour du président de la République. Est-ce une opération de communication? Là encore, vous allez réagir. Conseil national de la refondation, boycotté par toutes les oppositions. À quoi sert ce Conseil national de la refondation? Faut-il un Conseil national de la refondation? Nous allons en parler dans un instant avec notre premier invité. Voilà, ces sujets et d'autres. Oui, il y en a un autre. Il y en a un autre qui vous fait réagir. La fuite de l'imam Iqiyoussen. Mais n'était-il pas surveillé, cet imam? Est-ce une humiliation pour la France? Nous en parlerons entre midi et midi et demi. S'il est en Belgique, la décision d'expulsion est inexécutable ou pas? Nous en parlerons tout à l'heure entre midi et midi et demi. Et là encore, vous allez réagir. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Commençons avec notre premier invité. Je vois déjà beaucoup d'auditeurs, Olivier, Bouchaïb, Horacio, qui sont là. Premier invité qui est Frédéric Valletoux. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Comment allez-vous, mon cher Frédéric? Bien, et vous-même? Porte-parole du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, député de Seine-et-Marne. Frédéric Valletoux, je suis attentivement ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que c'est un peu une sorte de gilet jaune à l'anglaise. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne? De plus en plus de citoyens et d'entreprises refusent de payer leurs factures électricité ou gaz. Est-ce que vous pensez que ça risque de traverser la Manche? D'abord, est-ce qu'on peut comparer la situation des deux pays à partir du moment où le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures, et notamment on en a voté certaines cet été, qui permettent effectivement d'amoindrir le coût de l'énergie pour les Français. Donc on est dans des situations qui sont différentes. On va pas faire de la politique fiction parce qu'on sait pas très bien comment vont évoluer les prix de l'énergie. On est sur une période effectivement d'extrême tension, mais on a un gouvernement qui a montré dès cet été qu'il réagissait. Oui, mais Frédéric Valletoux, je vous interromps tout de suite. Je sais, tout le monde me reproche et il coupe sans arrêt la parole. Oui, je coupe la parole, c'est vrai, parfois parce que je suis impatient de vous poser des questions claires. Risque réel. La réponse, mais bon. Vous allez avoir la réponse, Frédéric Valletoux, je ne m'inquiète pas. J'ai écouté Elisabeth Borne, vous aussi j'imagine. Que nous dit-elle? Il y a un risque réel de pénurie de gaz. Quand un Premier ministre nous dit il y a un risque réel de pénurie de gaz, ça veut dire qu'il y a un risque et qu'il y aura une pénurie de gaz. Et elle ajoute que l'objectif qui sera tenu,
qui est vraiment l'objectif cardinal de cet engagement, c'est qu'il n'y ait pas de pénurie et de coupure pour les Français. Que peut-être pour les entreprises, mais en tout cas pour les Français, pour les ménages, pour les familles, il n'y aura pas de coupure. Donc ça veut dire que tout va être organisé dans les prochaines semaines et prochains mois pour que, effectivement, quelle que soit la situation au cœur de l'hiver, ça ne pénalise pas les ménages. Ça, c'est important. Mais alors, que dit-elle encore, Elisabeth Borne? Elle dit qu'il pourrait y avoir des délestages tournants. Ça veut dire qu'elle prépare l'opinion. Elle nous prépare à ces délestages tournants. Frédéric Valletoux. Pas sur le gaz. Sur l'électricité. Voilà, elle l'évoque sur l'électricité. Et effectivement, aujourd'hui, reconnaissons qu'elle est honnête. Il faut parler vrai, reconnaissons qu'elle est honnête. Je suis d'accord. Elle est honnête. Dit de manière très transparente, on est dans une zone de risque. On est dans une zone d'incertitude. On a un objectif, c'est qu'il n'y aura pas de coupure de gaz pour les Français et les ménages. Par contre, effectivement, sur l'électricité, il peut y avoir des coupures. Mais on ne sait pas avec certitude. En tout cas, elle prévient, et peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y aura organisé ça dans les communes. Bon, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, reconnaissons-lui le langage de vérité. Bien, Frédéric Valletoux, demain, il y aura un conseil de défense sur l'énergie autour du président de la République. J'ai entendu les oppositions, droite, gauche, nous dire encore un conseil de défense. Un conseil de défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le président de la République qui, avec ministres et experts autour de lui, décide ensuite des mesures à prendre pour faire face aux défis de l'énergie. Est-ce démocratique? Le président de la République qui seul prend la décision, est-ce démocratique? Le terme conseil de défense ne doit pas effrayer. Il y a une réunion autour du président de la République pour effectivement dessiner la stratégie qui est nécessaire, la réponse à adapter, et si jamais il y a des mesures qui impliquent que la loi soit touchée, que le budget soit concerné, bien sûr que la représentation nationale, le Parlement, Sénat, Assemblée nationale seront saisis. Il ne s'agit pas c'est pas parce qu'il y a un conseil de défense que tout d'un coup le président de la République a des pouvoirs extraordinaires, dérogatoires au jeu des institutions. Donc il appelle conseil de défense peut-être pour marquer le caractère d'urgence. Et c'est la question qui est urgente, c'est pas la réunion elle-même, c'est la question qui est posée à la France, c'est les enjeux qui sont posés à la France qui sont urgents et qui nécessitent une réponse. Donc on peut voir aussi on peut voir le sujet d'une autre manière en disant voilà un président qui agit, il n'attend pas, il réunit les ministres intéressés, il réunit les administrations responsables, et puis il va sans doute prendre un certain nombre de mesures. S'il y a des mesures qui appellent à des évolutions de la loi, le Parlement sera saisi. Mais Frédéric Valletoux, très bien, le Parlement doit être saisi, c'est ce que disent les oppositions, encore une fois, et la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, extrême gauche, enfin la gauche et la droite. On est bien d'accord, Frédéric Valletoux. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà saisir le Parlement, réunir le Parlement et ouvrir un grand débat au Parlement sur ces questions énergétiques? Alors, n'oublions pas que jusqu'au 8 août, le Parlement s'est réuni et on a eu, à travers le projet de loi sur le pouvoir d'achat, on a eu, à travers la loi de finances rectificative, des débats sur, effectivement, les enjeux autour de l'énergie. On a eu ces débats-là jusqu'au 8 août et les travaux de l'Assemblée reprennent dans quelques semaines. Je ne suis pas... c'est pas moi qui tiens l'ordre du jour de l'Assemblée. Le gouvernement décidera, mais... il peut tout à fait ajouter, comme il le fait sur l'immigration d'ailleurs, un débat général dans quelques semaines. Donc on prive personne de débattre. On en a débattu jusqu'au 8 août. Ça a été l'objet de longues soirées, de longues séances. Et l'Assemblée retrouve le chemin de l'hémicycle dans quelques jours. Donc moi je ne pense pas la représentation nationale soit en mal de débat sur ces sujets. Vous écoutez Frédéric Valletoux, vous voulez réagir, 0826 300 300. Frédéric Valletoux, j'ai une autre question. Grand débat, convention citoyenne, conseil de défense, conseil national de la refondation. Ça fait beaucoup, me semble-t-il. J'imagine les Français un peu perdus. Ce conseil national de la refondation, à quoi sert-il? Vous allez nous dire cela tout de suite, Félix Mathieu. Oui, c'est une instance censée rassembler une cinquantaine de personnes, des associatifs, des syndicats, des experts, des élus locaux, la présidente du Haut Conseil pour le climat ou encore le premier président de la Cour des comptes. Alors, il n'est plus question en revanche de citoyens tirés au sort.
En tout cas, Emmanuel Macron avait promis ce CNR à une semaine des législatives. Un sigle chargé d'histoire. Évidemment, il n'a pas été choisi au hasard. Le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Voilà, le Conseil national de la résistance. Sauf que ce nouveau Conseil national de la refondation, eh bien certains y voient plutôt ça. Le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte. Alors toutes les oppositions effectivement ont déjà adopté la politique de la chaise vide, du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par les Républicains, les socialistes, les écologistes ou encore les communistes. En tout cas pour le président LR du Sénat Gérard Larcher, eh bien ça empiète un peu sur les plates-bandes du Parlement. La CGT de son côté dénonce une mascarade de dialogue. Et quel serait l'objectif de ce Conseil national de la refondation? Alors il y a 4 grands thèmes qui seront abordés dans une semaine à Marcoussis, dans l'antre du rugby français. D'ailleurs, le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. À terme, selon Elisabeth Borne, ce nouveau CNR, il est censé intervenir en amont du travail législatif pour préconiser des réformes, mais aussi en aval pour accompagner la mise en œuvre des mesures. Bien, Frédéric Valletoux, vous allez réagir. Nous allons parler de ce Conseil national de la refondation auquel ne participera pas Édouard Philippe. Vous allez nous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Un peu de pub, 10h42. Vous êtes sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube où vous êtes près de 700 000 à nous suivre et sur Facebook en live tous les jours à 10h30. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et bien sûr continuez de nous écouter sur la FM et en DAB+. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Parlons Vrai, 0826 300 300. Vous appelez, évidemment. Frédéric Valletoux est toujours avec nous, porte-parole Horizon, du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, député de Seine-et-Marne. Frédéric Valletoux. Édouard Philippe, donc, ne participera pas au Conseil national de la refondation du 8 septembre prochain. Pourquoi ? Il ne participera pas parce que tout simplement, il est prévu depuis longtemps qu'il soit au Canada à la même date. Et d'ailleurs, dès que l'invitation lui est arrivée, la date avait été fuitée dans la presse depuis longtemps, mais on ne connaissait pas le tour de table de ce qui composerait ce CNR. Et dès que l'invitation est arrivée, il a appelé la Première ministre pour lui dire que lui, malheureusement, il était retenu à l'étranger depuis longtemps. Enfin voilà, donc le parti Horizon siégera au CNR puisqu'on y a été invité. Et c'est la maire d'Albi, Stéphanie Rochemet, qui représentera le parti Horizon. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que, vous voyez, il a tenu à ce que ce soit une maire qui représente le parti. Il n'y a pas plus en phase avec les humeurs de la population qu'un maire. Et donc, le parti Horizon sera autour de la table. Frédéric Valletoux, je vais vous poser une question franche et directe. Est-ce qu'Édouard Philippe croit sincèrement au CNR, au Conseil national de la refondation et à l'utilité de ce conseil? Je pense qu'il croit que toutes les occasions qui permettent effectivement d'essayer de faire converger des points de vue entre des parties prenantes, entre des acteurs du champ politique, du champ social, c'est une bonne chose. Sauf qu'il n'y aura pas d'opposition. Sauf qu'effectivement, entre la promesse de départ, ou l'intention de départ plutôt, et la manière dont les choses semblent se passer, on voit qu'il y a un décalage, puisque beaucoup de forces politiques ne seront pas présentes. Ce qui est dommage d'ailleurs, mais ce qui est dommage, parce que, enfin, je veux dire, on est en démocratie, on ne refuse jamais le débat, et la politique de la chaise vide n'est jamais bonne. Et il vaut mieux participer à un débat, quitte après à dire qu'il est faussé, qu'il n'a pas été au bout, que les conclusions sont pas les bonnes. Enfin, vous voyez, qu'on puisse avoir un exercice critique. Mais par principe, dire que sans même avoir reçu, puisque c'est aujourd'hui ou demain que les parties prenantes vont le recevoir, sans même avoir reçu ce que sera la feuille de route, l'organisation du débat, etc., de dire non par principe, en démocratie, c'est un peu dommage. Bon, mais si vous voulez, on ne peut pas changer les hommes. Hein. Bien, Bouchaïb est avec nous. Bouchaïb nous appelle de Chartres. Bonjour Bouchaïb. Bonjour monsieur Bourdin. Oh là là, un problème de téléphone là, Bouchaïb. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous rappeler. Attendez. Allô, Bouchaïb? On va vous rappeler. Oui, vous m'entendez mieux là? C'est moi. Je vous entends très bien, monsieur Bourdin. Bon, on va vous rappeler parce que la ligne n'est pas très bonne. On va prendre Olivier. Ne vous inquiétez pas, Bouchaïb. On vous rappellera. Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier, vous êtes en Dordogne. Oui, tout à fait. Bon, Olivier, que vouliez-vous dire sur ce fameux Conseil national de la refondation? Je vais rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit. C'est que je pense que les oppositions viennent pas parce qu'ils connaissent notre président.
Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait tout tout seul. Tous les gens de LREM, tous les députés le savent. Il n'y a que lui qui prend les décisions. Il avait l'Assemblée à sa botte pour faire ses décisions. Maintenant, ça a un peu changé, donc il essaye de s'organiser. Mais c'est toujours lui et il fera absolument ce qu'il voudra. C'est juste de la forme. Et ça, même si de la forme et de la communication, dites-vous, Olivier. Ah, absolument. Et je vais vous dire, si même des hommes politiques n'y croient pas, je vous assure que le peuple y croit encore moins. Alors, question, Frédéric Valletoux, interpellation d'Olivier. Si les politiques n'y croient pas, une partie des politiques, comment voulez-vous que les citoyens y croient, Frédéric Valletoux? Je voudrais juste quand même rappeler, Olivier, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, c'est que l'annonce de cette instance et de cette méthode de discussion, c'était avant le résultat des élections législatives. Donc on ne vienne pas dire que c'est simplement une fois qu'on a connu les résultats des élections législatives et l'absence de majorité absolue que tout d'un coup, le président aurait sorti ça de son chapeau, ce qui est totalement faux. Effectivement, la période montrait qu'il y avait un besoin de faire discuter les gens, de faire essayer de trouver des points de convergence entre des acteurs politiques, syndicaux, etc. Et ça, c'était avant le résultat. Donc l'engagement, il était pris bien avant qu'on connaisse cette configuration politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je redis ce que j'ai déjà dit, je le dis d'une phrase quand même, c'est toujours dommage en démocratie qu'on fasse un procès d'intention. On peut après critiquer si effectivement on dit oui, mais enfin on nous réunit pour rien, on nous réunit et puis le président va décider. Vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire. Vous pourriez dire, Frédéric Valletoux, après, on nous a réunis pour rien. On pourrait dire effectivement, on a travaillé pendant un certain. Je ne sais pas comment on va être organisé les débats, mais on a travaillé pendant un certain nombre de temps et puis au final, on n'a pas été écouté ou on n'a pas été entendu ou on n'a pas été au bout du truc. Enfin, je veux dire, mais pas avant. Vous voyez, c'est dire le président on le connaît et donc on n'y va pas parce que on le connaît. On le connaît pas puisqu'il propose quelque chose de nouveau. Il faut jouer. Bien, merci Olivier. Frédéric Valletoux, Frédéric Valletoux, juste avant de prendre Horatio, qui est d'Abrive-la-Gaillarde. J'avais une question. Édouard Philippe est toujours l'homme le plus populaire. Évidemment, il se prépare pour 2027. Ça ne fait plus aucun doute. On est bien d'accord. Et Édouard Philippe a dit il y a un an, donc c'est pas un grand secret, qu'effectivement, il était important que le centre droit construise une famille politique, construise un parcours, et qu'effectivement, il y a des rendez-vous politiques qu'il faut préparer, et que si on veut être crédible aux yeux des Français, il faut pouvoir effectivement présenter un projet, présenter des équipes, présenter des talents, et ça ne s'invente pas 6 mois avant les élections. Bien. Horatio est à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Horatio. Bonjour monsieur. Vous êtes à Brive en Corrèze, Horatio. Oui, tout à fait. Alors, vous vouliez parler de la facture de l'énergie, facture d'électricité, facture de gaz. Que vouliez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, comment vous expliquer, sans être vulgaire, monsieur Macron nous a mis dans la merde. Voilà. C'est-à-dire? Allez au fond de votre pensée. Je vais aller au fond de mes pensées. La guerre d'Ukraine, ça concerne pas les Français. Voilà. Ça ne concerne pas. Ça peut concerner les Français, Horatio. Attention, hein. Je crois pas, non. Pas du tout. Vous vous moquez totalement de ce qui se passe en Ukraine. Je suis avec le peuple ukrainien, mais ça c'est politique. C'est mettre en misère les peuples, et on le voit en cet hiver. Je pense que nous autres, nous allons en chier parce qu'il y aura beaucoup de coupures. Et vous voyez, monsieur, allez-y. Pour les augmentations qu'il y a eu, tout a augmenté. Vous allez faire les courses, vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Le Français, quand il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le Français. Un jour ou l'autre, ça l'a pété. Hein. C'est obligé. Quand les Français ne pourront plus se nourrir... Je parlais de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où la situation est beaucoup plus difficile qu'en France encore. Je parlais de ce qui se passait en Grande-Bretagne, où des citoyens, des entreprises ne paient plus leurs factures. Vous pourriez, vous, aller jusque-là, ne plus payer votre facture d'électricité ou votre facture de gaz? Mais c'est simple, monsieur. Quand j'aurai plus d'argent, je ne pourrai plus payer. Oui. Je pense que je ne serai pas le seul.
Le problème, c'est pas que je peux ou pas payer. C'est que quand j'aurai plus d'argent, quand on ne pourra plus. Voilà, c'est tout. Si Frédéric Valletoux, ne veulent plus payer, ils ne pourront plus payer. Frédéric Valletoux, que répondez-vous à Horacio ? D'abord, je voudrais quand même rappeler qu'on ne peut pas, comme ça, dire que ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne pas. Ou alors, ça veut dire qu'on accepte que des chars roulent sur des peuples qui aspirent à la liberté et des chars dont on ne sait pas très bien où ils pourraient s'arrêter à partir du moment où on les laisserait faire. Donc, je pense qu'il y a déjà une responsabilité de peuples d'un continent qui partagent les mêmes valeurs. Il ne faut pas oublier ça. Nous, on vit dans la liberté et on en est bien content. Et donc, ce qui se passe chez nos voisins, ça nous concerne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais juste rappeler à Horacio que il n'y a pas que les Français qui sont concernés par l'impact de ce conflit. En Espagne, Italie, toute l'Europe et dans bien des pays au-delà de l'Europe. Donc effectivement, la Russie est un grand producteur de gaz. La Russie alimente en gaz la plupart des pays européens. Il y a un conflit avec la Russie. La Russie ne fournit plus de gaz. Oui, il y a un impact pour tous ceux qui, jusqu'à présent, étaient fournis par la Russie. Donc il y a un réajustement de l'approvisionnement à faire. C'est ce qui a commencé à être fait. Et il y aura sans doute effectivement des moments de tension. Enfin, je veux dire, on est capable, on est dans une société, on est solidaire, on est capable de surmonter des moments de coupure. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde si on organise des coupures tournantes d'électricité, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Je veux dire, on a vécu dans l'histoire des périodes bien plus difficiles et bien plus douloureuses, et on les a toujours surmontées. Oui, et il y aura des coupures. Bon, enfin, à moins que l'hiver soit extrêmement doux mais il y aura des coupures. Bien, Horacio, merci. Frédéric Valletoux, j'ai une dernière question avant de. Il est déjà 10h55, il nous reste 1 minute 30. Frédéric Valletoux, les super profits, faut-il taxer les super profits ? Je disais tout à l'heure en introduction, il y a des grandes entreprises qui ont fait des super profits ces derniers mois, mais il y a aussi des petites entreprises. Je pense à un restaurateur qui a vu sa saison d'été formidable et qui fait des profits de plus 30, plus 40% par rapport aux 2 étés précédents qui étaient catastrophiques. Est-ce qu'il faut les taxer ? En une minute, ma philosophie des choses, c'est plutôt effectivement, et je pense qu'à Horizon, on est tous sur la même longueur d'onde, essayons déjà, par la négociation avec les chefs d'entreprise, pour ceux qui sont concernés, d'obtenir peut-être des rallonges de salaire et d'obtenir par la discussion, par la négociation, par la pression amicale, mais en tout cas par la négociation, qu'on puisse effectivement, s'il y a des profits supérieurs aux autres années, qu'ils puissent être redistribués via les salaires. Avant d'envisager tout de suite l'outil de la taxation, je pense que dans un premier temps, on peut jouer de la négociation collective et de l'appel à la responsabilité. Merci beaucoup Frédéric Valletoux d'avoir été avec nous. Merci. Première demi-heure qui est passée très vite. Il est 10h56 déjà. Jeudi politique, tous les jeudis de la politique. Et je vous annonce pour jeudi prochain une belle affiche puisque Aymeric Caron sera opposé à Robert Ménard. Confrontation jeudi prochain entre 11h et midi. Nous allons parler politique juste après le flash d'information, juste après 11h. Je vous rappelle 0826 300 300. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Il est 10h57.